As Americans prepared to ring in the new year on a day when most people weren't paying much attention, the House Judiciary Committee released hours and hours of testimony from former special counsel Jack Smith. That release includes 8 hours of video and the transcript of Smith's closed-door congressional hearing from last month. At the time, Smith asked that his testimony be conducted publicly, like previous special counsels. Le retrait d'agents expérimentés du ministère de la Justice au milieu d'enquêtes sensibles marque un écart vérifiable dans la logique opérationnelle du système. Le 18 décembre 2025, lors d'une session à huis clos du comité de surveillance de la Chambre, le procureur spécial Jack Smith a fait l'une des déclarations les plus denses jamais enregistrées depuis qu'il a pris en charge les affaires impliquant le président Donald Trump. La réunion s'est déroulée dans un climat de tension institutionnelle croissante, quelques semaines après la publication d'un décret qui, selon les registres officiels, a entraîné la suspension des habilitations de sécurité des avocats liés à l'équipe de l'accusation. L'audience ne s'est pas limitée à l'examen des actes d'accusation déjà rendus publics. Pour la première fois, l'existence d'un schéma systématique de représailles administratives à l'encontre des enquêteurs fédéraux et des professionnels de soutien ayant participé aux enquêtes a été confirmée dans le procès verbal. Selon le témoignage, ces licenciements ne sont pas dus à des vices de procédure ou à des comportements irréguliers, mais sont la conséquence directe de leur action dans le cadre de l'affaire. L'un des passages les plus sensibles du témoignage décrit le licenciement d'un agent du FBI 2 semaines après le décès de sa femme, alors même qu'il avait passé des années à servir dans des zones de conflit et que sa famille avait toujours travaillé dans la fonction publique. Smith a déclaré avoir assisté aux funérailles, où il a pu constater la présence massive de collègues et de membres de la famille travaillant dans le secteur public, tous conscients que cet agent avait perdu son poste pour avoir fait son travail. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La transcription de ce témoignage a commencé à circuler entre les commissions du Congrès et les cabinets des conseillers juridiques comme un élément clé pour réévaluer les enjeux des affaires liées au président. Le débat ne portait plus uniquement sur le bien-fondé des accusations, mais incluait désormais le fonctionnement même de l'appareil judiciaire. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une réponse juridique à des événements passés, mais d'un changement perceptible dans le traitement réservé aux fonctionnaires qui travaillent sur des enquêtes sensibles impliquant des personnalités politiques influentes. L'un des points les plus souvent mentionnés par les parlementaires présents était le risque d'un retour informel à des systèmes de loyauté personnelle, dans lesquels les liens politiques remplacent les critères techniques dans l'accès aux postes, aux promotions et à la protection fonctionnelle. Dans cette perspective, la stabilité institutionnelle ne serait plus garantie par des mécanismes impersonnels et dépendrait désormais de la position du fonctionnaire par rapport au pouvoir central. Les implications directes de cette logique ont commencé à apparaître avant même la fin de la session. Quelques heures après le témoignage, au moins 3 médias spécialisés dans la couverture juridique ont mis en avant des extraits du témoignage dans lesquels Smith fait état de l'existence d'une directive interne visant à identifier et à écarter les fonctionnaires qui ont maintenu des liens avec la task force initiale chargée des affaires Trump. Selon le procureur, ces mesures ont touché aussi bien des agents sur le terrain que des membres d'équipes juridiques externalisées, y compris des cabinets qui offraient un soutien technique en matière de classification des documents. À un moment donné, le procureur est interrogé sur un décret spécifique qui mentionne nommément l'avocat Peter Kofsky et tous les membres du cabinet Covington & Burling LLP qui ont collaboré avec le ministère public. La réponse a été directe. Oui, l'ordonnance est en vigueur, et oui, l'objectif apparent est de rendre impossible la poursuite de la défense technique en suspendant les accréditations et les contrats avec le gouvernement. Smith a décrit cette mesure comme un précédent dangereux, susceptible d'entraver toute future collaboration avec les enquêtes fédérales, lorsque les personnes visées occupent des postes influents. La configuration présentée par Jack Smith n'a pas été démentie par les parlementaires de la base gouvernementale,
ni contestées par les représentants de la Maison-Blanche. Au contraire, les questions se sont concentrées sur l'origine des décisions, en essayant d'établir si ces licenciements et restrictions résultaient de critères techniques ou d'orientations informelles provenant des échelons supérieurs. Monsieur Smith a répondu à plusieurs reprises qu'il n'avait reçu aucune instruction directe de la part de l'actuel président ou du procureur général Merrick Garland pour poursuivre l'accusation. Il a souligné que les décisions avaient été prises sur la base de preuves et de consultations internes avec des procureurs de carrière. Cependant, le contenu du décret et le schéma des licenciements suggèrent un mouvement plus large, toujours en cours, de réorganisation institutionnelle dont les motivations restent à l'étude. Parmi les juristes qui suivent l'affaire, le consensus initial est que la combinaison de mesures administratives, de décrets ciblés et de changements dans le profil des recrutements représente un tournant dans le modèle de protection fonctionnelle des fonctionnaires de justice. Au cours des prochains blocs, nous observerons comment cet épisode s'articule avec les normes de fonctionnement institutionnel, les décisions antérieures de la Cour suprême et les changements plus larges dans les modèles de relations entre l'exécutif et les organes d'enquête. C'est sur ce type d'analyse que nous souhaitons nous concentrer ici. Si vous appréciez un suivi continu, attentif aux mouvements institutionnels et à la logique qui sous-tend les décisions, pensez à suivre notre chaîne. Nous poursuivons avec le contexte qui sous-tend cet épisode. À partir de là, il devient nécessaire de comprendre comment ce modèle de licenciement et de restrictions institutionnelles s'articule avec les transformations récentes dans les relations entre les pouvoirs et dans l'interprétation des garanties fonctionnelles au sein de l'appareil fédéral. Le remplacement progressif des critères techniques par des signes d'alignement politique ne se fait pas dans le vide. Il s'appuie sur des décisions, des précédents et des dispositifs qui, une fois appliqués de manière sélective, redessinent les limites opérationnelles du système. Le cas rapporté par Jack Smith n'est pas isolé, mais illustre plutôt un processus plus large, dans lequel les frontières entre les attributions d'enquête et les représailles institutionnelles deviennent floues dans la pratique. C'est dans ce contexte que le décret mentionné prend toute son importance. Le texte de la mesure ne se contente pas de nommer des individus, il demande également formellement aux organismes de l'administration publique de revoir leurs relations contractuelles avec les cabinets d'avocats qui ont fourni des services au parquet dans l'affaire Trump. Bien qu'elle s'appuie sur le langage de la sécurité nationale et de la révision des comportements, la directive prend une forme inhabituelle en spécifiant des professionnels et des structures externes au gouvernement. Ce modèle rompt avec la pratique consolidée du secret de procédure et de l'analyse individualisée, créant ainsi une base pour des interprétations qui associent la collaboration juridique à la déloyauté fonctionnelle. Même sans déclarer ouvertement sa motivation, la norme agit comme un vecteur de réorganisation des liens entre le gouvernement et le système judiciaire. À partir de cette lecture, les analystes institutionnels ont commencé à se pencher sur des affaires antérieures dans lesquelles des mesures similaires avaient été envisagées, mais bloquées par les directives du procureur général lui-même ou par des décisions préliminaires de la Cour suprême. Le cas le plus souvent cité remonte au début des années 2000, lorsqu'une tentative de suspendre les contrats d'un cabinet d'avocats pour des affinités idéologiques présumées avec une enquête en cours a été jugée excessive à l'unanimité dans un avis interne du bureau du procureur général de l'Union. À l'époque, il avait été estimé que le lien entre les avocats et le système judiciaire ne pouvait être rompu pour des raisons qui ne reposaient pas clairement sur des violations légales. La directive actuelle, cependant, rouvre ce débat sur de nouvelles bases, suggérant que face à des allégations de politisation, la sanction peut précéder la preuve de tout écart. C'est également à partir de ce point que l'affaire converge avec un autre pilier institutionnel, le régime de sécurité de l'information. La suspension des accréditations des avocats liées au ministère public a non seulement un impact sur la défense technique de Jack Smith, mais redessine également la manière dont le système comprend l'accès aux informations sensibles. Traditionnellement, les accréditations de sécurité sont accordées sur la base des antécédents professionnels, d'évaluations techniques et de protocoles stricts
de révision périodique. En intégrant des éléments politiques ou associatifs dans la décision de suspendre ces accès, on crée un précédent qui déplace le critère central de fiabilité. Selon les experts en gouvernance, le risque est que ce modèle soit reproduit dans d'autres sphères, touchant progressivement des secteurs stratégiques qui dépendent de la neutralité comme principe structurant. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la déclaration de Smith a provoqué des réactions aussi immédiates dans différents organismes. Outre le Congrès, certains secteurs du ministère de la Justice ont entamé des révisions internes des protocoles de licenciement. Et au moins un tribunal fédéral de district a demandé des copies du décret exécutif afin d'évaluer sa constitutionnalité. Le bureau du procureur général, quant à lui, a évité de prendre position directement, mais a confirmé que les suspensions avaient été mises en œuvre sur la base d'instructions supérieures compatibles avec les prérogatives légales de l'exécutif. Cette formulation volontairement vague indique la difficulté actuelle du système à délimiter les effets administratifs des ordres ayant des motivations potentiellement politiques. Une partie du défi réside dans l'absence de garanties claires pour les professionnels qui travaillent sur des enquêtes très sensibles. La législation en vigueur n'offre pas de protection solide contre les mesures de représailles indirectes telles que les mutations administratives, les réaffectations ou le non-renouvellement des contrats. Dans des contextes moins polarisés, ce vide est rarement exploité. Mais dans des situations où le conflit politique se répercute sur le fonctionnement de l'État, l'absence de protection institutionnelle peut transformer des fonctionnaires expérimentés en cibles fonctionnelles. C'est précisément cette fragilité que l'affaire met en évidence. La tension s'intensifie lorsque l'on observe l'impact de cette logique sur la culture institutionnelle du ministère public fédéral. Le témoignage de Smith mentionne explicitement la perte de cadres formés à la sécurité nationale, l'interruption des programmes de mentorat juridique et le retrait de la coopération volontaire avec les organismes internationaux. Ces effets, bien que difficilement quantifiables à court terme, façonnent le profil d'action du système dans les années suivantes. Il s'installe alors une dynamique d'autoconservation, dans laquelle les procureurs, les analystes et les consultants évitent certaines enquêtes, non pas par manque de base juridique, mais par anticipation des conséquences politiques et administratives. Sur le plan juridique, les spécialistes du droit public avertissent que la poursuite de cette tendance pourrait compromettre l'efficacité des contrôles internes de l'exécutif. En effet, la confiance fonctionnelle, fondement de tout régime de légalité administrative, dépend d'une séparation claire entre la figure du dirigeant et le fonctionnement technique de l'appareil public. Lorsque cette séparation s'estompe, les mécanismes de responsabilisation perdent leur efficacité car la crainte de sanctions administratives inhibe l'action indépendante des opérateurs du système. C'est précisément sur ce point que de nombreux observateurs considèrent la déclaration de Smith non pas comme un épisode isolé, mais comme un signal d'alarme sur l'utilisation stratégique des instruments administratifs dans les conflits politiques. Même s'il n'y a pas de rupture institutionnelle ouverte, l'accumulation de ces mouvements reconfigure progressivement les paramètres d'action des organes de contrôle. Il s'agit d'un processus qui modifie de manière persistante l'équilibre fonctionnel entre les pouvoirs. Si vous appréciez ce type d'analyse qui relie les faits récents aux dynamiques institutionnelles à long terme, cette chaîne s'engage à suivre les développements avec la densité et l'attention que le moment exige. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce scénario suscite déjà des interprétations contradictoires au sein du système, ainsi que des réactions divergentes parmi les principaux acteurs juridiques et politiques. À mesure que la transcription complète du témoignage de Jack Smith fait l'objet d'une lecture minutieuse par des experts et des analystes institutionnels, la diversité des interprétations sur sa véritable portée systémique s'accroît. Bien que le document ne présente pas d'accusation formelle à l'encontre de membres spécifiques de l'administration actuelle, son contenu suggère indirectement une critique de l'utilisation d'instruments administratifs comme mécanisme de restriction fonctionnelle. Pour les spécialistes du droit administratif fédéral, le cœur du débat ne réside pas dans la conformité juridique immédiate des décisions exécutives, mais dans la violation d'un principe implicite qui sous-tend l'action du service public:
la neutralité fonctionnelle des fonctionnaires impliqués dans des enquêtes sensibles. Lorsque des mesures qui affectent directement l'action des enquêteurs sont justifiées par des concepts larges et indéterminés, tels que la protection institutionnelle ou le risque de politisation, l'espace d'interprétation s'élargit et rend difficile toute évaluation ultérieure de la responsabilité. Dans le domaine de la gouvernance institutionnelle, les interprétations divergent. Une partie des analystes estime que cet épisode révèle un glissement progressif dans la séparation pratique entre le gouvernement et l'État, particulièrement perceptible dans les contextes d'alternance politique. D'autres observateurs interprètent cette affaire comme la manifestation de tensions accumulées entre les agences d'enquête et les structures décisionnelles du pouvoir exécutif, tensions qui s'intensifient lorsque les enquêtes menées selon des critères techniques commencent à avoir des effets directs sur l'environnement électoral. Ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, elles coexistent et contribuent à composer un tableau plus complexe des limites opérationnelles de l'indépendance fonctionnelle dans le système des États-Unis d'Amérique. D'un point de vue juridique, les développements concrets restent encore indéfinis. Des organisations dédiées à la défense de l'intégrité institutionnelle ont lancé des enquêtes pour évaluer l'impact fonctionnel des suspensions et des licenciements mentionnés dans le témoignage. L'objectif déclaré n'est pas de formuler des accusations, mais d'établir des comparaisons avec des périodes historiques au cours desquelles le système judiciaire a subi des réorganisations brutales après des changements à la tête du pouvoir exécutif. Parmi les éléments analysés figure la perte de professionnels hautement spécialisés, l'interruption d'initiatives conjointes entre agences, le retrait de programmes de coopération internationale et la réduction des mécanismes internes de conformité. Selon des rapports préliminaires, on cherche à vérifier si le schéma observé après les enquêtes impliquant Donald Trump constitue une anomalie statistique avec des implications structurelles potentielles. Dans la sphère législative, les réactions varient en fonction de l'alignement politique prédominant. Les parlementaires de l'opposition ont commencé à utiliser la transcription de Smith comme base pour des propositions visant à renforcer les garanties fonctionnelles des fonctionnaires liés aux organismes d'enquête. Parmi les idées qui circulent figure la création d'instances indépendantes de révision pour les licenciements liés à des affaires sensibles et la prévision de périodes minimales de stabilité pour les équipes impliquées dans des enquêtes ayant un impact politique direct. À l'opposé, les représentants plus alignés sur l'exécutif réitèrent que les mesures adoptées jusqu'à présent relèvent de l'autonomie administrative de la présidence et qu'il n'existe aucun élément formel indiquant une persécution institutionnelle. Cette impasse met en évidence la difficulté structurelle du système à gérer les zones intermédiaires entre la légalité formelle et la convenance politique. Le débat juridique le plus intense se concentre toutefois sur la nature des ordres exécutifs utilisés. La question centrale concerne la compatibilité de ces mesures avec le principe d'impartialité dans l'administration publique. Bien que le système juridique prévoie la suspension des accréditations pour des raisons de sécurité, la mention directe d'individus et de cabinets d'avocats dans des actes officiels qui ne découlent pas de procédures disciplinaires régulières soulève des questions quant à l'objectif réel de ces règles. Les experts font valoir que même lorsqu'elles sont formellement légales, ces mesures doivent être évaluées à la lumière de la proportionnalité et de leur effet dissuasif potentiel sur l'exercice professionnel. Ce point est récurrent dans les déclarations des associations d'avocats et de défenseurs publics qui mettent en garde contre le risque que les futurs professionnels évitent de s'impliquer dans des enquêtes complexes par crainte de sanctions administratives indirectes. À ce jour, il n'existe pas de consensus sur les conséquences pratiques de cette tension accumulée. Certaines analyses suggèrent que l'érosion des garanties fonctionnelles pourrait être partiellement atténuée par des décisions judiciaires correctives, surtout si les tribunaux fédéraux reconnaissent des excès d'interprétation dans l'application des décrets. D'autres projections indiquent que l'impact le plus durable tend à être culturel, favorisant une reconfiguration des relations entre le pouvoir exécutif et les opérateurs du système judiciaire avec des effets difficiles à inverser à court terme.
Cette hypothèse est étayée par des enquêtes préliminaires sur le comportement institutionnel qui indiquent un retrait volontaire des agents publics dans les affaires classées comme sensibles. À la fin de l'audience, interrogé sur les effets du contexte actuel sur son équipe, Jack Smith a déclaré de manière contenue que le noyau de son parquet continue d'agir dans le respect des paramètres légaux, mais a reconnu que l'environnement de travail avait considérablement changé. Sans recourir à des termes dramatiques, il a indiqué que les membres de l'équipe ont le sentiment que le strict respect du devoir peut, dans certains contextes, entraîner des conséquences administratives inattendues. Selon lui, cette perception est particulièrement néfaste, car elle affaiblit l'un des piliers du système institutionnel, la confiance dans le fait que l'appareil d'État protège ceux qui agissent conformément à la loi. Des interprétations divergentes ont également émergé quant à la position adoptée par Smith lors de son témoignage. Alors que certains le considèrent comme un professionnel engagé dans la défense de l'intégrité fonctionnelle, d'autres estiment que son exposition publique, bien que modérée, contribue à construire un récit de tension entre les pouvoirs. Cette divergence